Hello, bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume, je suis l'associé de Julia sur Loom, celle qui vous envoie des emails depuis quelques semaines et quelques mois. Et je suis alors, ravi d'être là pour vous présenter un peu d'éléments scientifiques sous-jacents au mouvement qui nous unit aujourd'hui. Et en fait, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte au fur et à mesure du lobbying qu'on commençait à faire que le niveau d'expertise, notamment politique, sur ce sujet-là était assez bas. La dernière fois, je crois que j'ai entendu Brune Poisson dire encore, c'était il y a un an, la mode et l'industrie, la deuxième plus polluante du monde. Ce genre de phrases aujourd'hui qui ont été débunkées 1000 fois, posent problème et nuisent à la qualité du débat global. Donc, je vais faire un petit atelier. Alors, le problème, c'est que je ne suis ni chercheur ni ingénieur, loin de là. Donc, si je dis des conneries, je demande aux ingénieurs et aux chercheurs de me le dire. Mais, a priori, ce que je vais faire, c'est rien d'extraordinaire. En fait, je vais juste essayer de vous synthétiser, de vous passer des travaux qui ont déjà été faits, notamment ceux, alors je ne sais pas si les gens connaissent, mais j'imagine que oui, qui a déjà regardé une conf de Jean-Marc Jancovici? Il y a une bonne moitié de la salle. Donc, vous allez retrouver des choses qu'il dit déjà. Et ce que je fais, ce n'est pas extraordinaire, hein, c'est juste que j'essaie de transcrire ces travaux sur le domaine du textile. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de montrer, en gros, essentiellement, qu'a priori, on n'a pas d'autre choix que de réduire globalement la consommation de textile en France. Alors, avant de commencer, j'ai commencé par une idée un peu plus grave, qui est de montrer que le sujet, il est important et que c'est un sujet où l'industrie textile doit faire sa part. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est une idée, encore une fois, que je n'ai pas entendue systématiquement. J'ai même entendu que, après tout, la mode, c'est 35% des pollutions de microfibres, donc c'est ça le vrai sujet. Et puis, bon, après tout, le textile, moi j'ai vu dans l'étude Hélène MacArthur, c'était 2% des émissions mondiales, donc ce n'est pas un sujet très grave. Si, en fait. Même si c'est 2%, ça reste un sujet très grave parce que tout le monde doit faire sa part. Idem, hein, ce n'est pas parce que la France émet 1 ou 2% des émissions de CO2 mondiales que ce n'est pas grave. C'est très grave et tout le monde doit faire sa part. Donc les chiffres, en effet, ils oscillent aujourd'hui entre 2 et 8%. Mais juste vous montrer cette slide que j'aime bien justement de Jancovici, qui montre l'Europe. Ça, c'est l'Europe actuelle. C'est l'Europe actuelle avec, en gros, un climat qui permet des forêts tempérées sur toute la plus grande partie de l'Europe, et donc de l'agriculture, et donc de nourrir à peu près 750 millions de personnes. Il montre une image intéressante qui est la même Europe avec moins 5 degrés. C'était l'Europe il y a 20 000 ans. Donc, on a une expérience que nous a donnée la nature qui est à quoi ressemble l'Europe avec une différence de quelques degrés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toute la Scandinavie, tout le Royaume-Uni, recouvert d'un glacier de 3 km d'épaisseur, toute l'eau absorbée a fait baisser le niveau de l'océan de 120 mètres. Donc, il n'y a plus rien, plus de manches, et tout le sol est gelé. Donc, il n'y a pas d'agriculture, et donc tout ce qu'on peut manger, c'est des animaux. Donc, on chasse le mammouth, et toute l'Europe fait vivre 100 000 habitants. Donc, ça, c'est juste pour vous donner de l'ordre d'idée. Parce que j'entends encore parfois, j'imagine qu'il y a assez peu de climato-sceptiques, j'entends parfois 3-4 degrés, on verra bien. Non. Non, là, ce pourquoi on se défend, et ce pourquoi on est ce mouvement, c'est juste pour défendre des conditions d'habitabilité de notre planète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que si on veut éviter ce scénario-là, un scénario similaire, voilà la gueule de baisse des émissions qu'on doit avoir. Aujourd'hui, on est là, ça c'est les émissions mondiales. En 2050, on doit les diviser par 3. C'est une chute un petit peu brutale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur l'industrie textile? C'est un exercice un peu simplificateur, mais on peut dire qu'on doit aussi diviser par 3. En réalité, c'est assez gentil. Hein. Si les émissions mondiales doivent être divisées par 3, le textile, ça devrait être beaucoup plus. Hein, parce qu'on peut se dire que l'alimentation, par exemple, a le droit d'avoir des émissions un peu plus grandes. On pourrait se dire que, par exemple, l'Afrique, qui a un peu plus besoin de se développer que nous, a le droit à des émissions aussi, une augmentation des émissions un peu plus forte. Mais divisons par 3 pour être gentil. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, on va se demander d'où viennent les émissions du textile. Donc souvent, ça aussi, c'est assez intéressant parce qu'on ne comprend pas trop. En fait, une sorte de brouhaha autour des émissions, on nous parle de matière éco-responsable, on nous parle de recycler, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. En fait, les émissions viennent de quelque chose d'hyper simple, c'est, vous savez, si vous regardez Jean-Claude ici, encore une fois,
des machines. Les émissions du textile, c'est l'énergie utilisée par les machines et les centrales électriques qui brûlent du CO2 pour nourrir ces machines. Donc, en gros, en machine, c'est la production des matières premières. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un vapocracker qui produit de l'éthylène pour le polyester. Ça, c'est l'usine qui fabrique les granules de polyester. Vous avez une machine à carder le coton, vous avez une extrudeuse à polyester. Enfin, c'est des machines que vous avez déjà vues, j'imagine, pour pas mal d'entre vous, ceux qui les possèdent, puisqu'il y a des représentants industriels ici, et puis tous ceux qui ont visité des usines. Mais en gros, c'est ça. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu dans l'illusion que, par exemple, on va faire des matières éco-responsables et tout ira bien. Donc, juste pour faire un petit point, ça, c'est pour fabriquer les matières. Tout le reste, c'est pour transformer la matière. Donc, l'énergie, elle est utilisée avant tout dans la deuxième partie, pour la transformation de la matière en étoffe. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on fait une matière recyclée, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, si je prends le coton, ça veut dire qu'on remplace ça par une machine qui, en gros, une usine qui va broyer le coton. Donc, je ne dis pas que le recycler, ce n'est pas bien, pas du tout. Le recycler, par exemple, pour faire ça évite d'épuiser les ressources en pétrole, si on fait du polyester recyclé, ou ça évite de consommer de l'eau si on fait du coton recyclé. En revanche, pour le climat, attention, ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire que ça va permettre d'enlever quelques pourcentages d'émissions CO2, mais pas tant que ça. Idem, si on fait du polyester recyclé, ça veut dire qu'en gros, on évite le vapocracker, qui transforme les hydrocarbures en éthylène. Mais on a une usine similaire après qui recycle. Donc ça, c'est juste pour poser un petit peu le débat, pour comprendre vraiment d'où ça vient, et après, pour un deuxième temps, saucissonner les émissions de CO2 d'une autre façon. Et juste un point, juste pour revenir là-dessus, je trouve intéressant, c'est quand on regarde aujourd'hui l'initiative textile qui est le plus soutenue en France, qui s'appelle le Fashion Pact. Le Fashion Pact, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'on va arriver à 25% de matières premières dites éco-responsables. Donc déjà, on se focalise sur 30% de l'assiette, et là-dedans, on va dire on va prendre 25%, on va essayer de faire de l'éco-responsable. On ne sait pas trop ce que c'est. En gros, c'est ça les engagements pour le climat. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est à côté de la plaque aujourd'hui. Alors, voilà. Maintenant, on va parler d'une équation, l'équation de Kaya. Qui connaît l'équation de Kaya ici? Une personne, deux personnes. Bon. Vous avez mal regardé les vidéos de Janko. Voilà. OK. Alors, ce n'est pas vraiment une équation, c'est une identité mathématique. C'est-à-dire que c'est forcément vrai, puisque le CO2 égale le CO2. On multiplie par l'énergie de chaque côté, par la production, par la population. Et ça, saucissonner les émissions de CO2 de cette manière-là, ça permet de comprendre où est-ce qu'on peut agir. Donc, on va revenir à ce qu'on s'est dit au début. Ça, c'est ce qu'on a divisé par 3 d'ici 2050. C'est le CO2. Ça, on n'a pas le choix. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, quels sont les différents leviers sur lesquels on peut agir? Alors, manque de bol, d'ici 2050 en France, on va gagner 10% de population. Donc déjà, c'est-à-dire qu'on doit faire un effort supplémentaire sur les autres paramètres de l'équation. Parce que ces gens-là, ils vont acheter des fringues, ils ne vont pas se balader à poil. Ensuite, et c'est là que c'est intéressant de parler des machines, c'est qu'il y a la dimension, l'énergie sur la production. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'intensité énergétique. C'est-à-dire qu'en gros, on prend une machine, on regarde la puissance reçue par la machine et la quantité de matière qui en ressort. C'est ça. Et donc là, en effet, il y a quelque chose à gagner. C'est-à-dire, à votre avis, est-ce qu'on peut gagner en efficacité là-dessus? Oui, on peut gagner un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut gagner... Enfin, en gros, pour vous donner une idée, par exemple, si je prends le moteur thermique, le moteur à essence, en 30 ans, on a gagné à peu près 16%. Donc, sur un secteur quand même hyper important, hyper regardé, avec énormément de R&D, on a gagné 16%. Donc, dans les machines textiles, est-ce qu'on peut gagner plus que 16%? Probablement pas. Et pourquoi on ne peut pas gagner beaucoup d'efficacité sur les machines? Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les rendements décroissants. C'est-à-dire que comme les industriels ils gagnent beaucoup d'argent en faisant de l'efficacité sur les machines, a priori, ils ont déjà fait pas mal d'efforts. Donc, les efforts marginaux qu'on peut aller chercher sont plus faibles. 2, il y a ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire si vous diminuez la quantité d'énergie dans la machine, vous diminuez le prix du vêtement, vous avez plus de demandes. 3, vous avez une inertie du parc, c'est-à-dire qu'on ne change pas une machine industrielle, ça ne dure pas 2 ans, ce n'est pas comme une voiture, on ne la change pas.
C'est-à-dire que ça dure très très longtemps. Il y a des machines, on voit dans les usines, ça fait 50 ans qu'ils les ont. Enfin, pas changer le parc de machines du jour au lendemain. 4, il y a des limites physiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez par exemple un métier à tisser, vous devez tirer le fil, c'est d'énergie cinétique. Il faut une force pour donner cette énergie cinétique, c'est 1/2 du MV2. Ça, vous ne pouvez pas la changer. C'est-à-dire que c'est un seuil. Voilà. Ici, on n'aura jamais 100%. Enfin, jamais moins 100% en tout cas. Donc on va dire, dans les 30 prochaines années, admettons, bonne nouvelle, on a moins 10%. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce paramètre-là. Ça, c'est le contenu CO2 de l'énergie. Ça veut dire en gros combien de centrales électriques émettent de carbone. Donc là, vous savez peut-être qu'il y a une super méthode pour émettre moins de CO2, ça s'appelle les énergies renouvelables. Donc ça, ouais, il y a des pays où on met en place des énergies renouvelables. Mais si je vous dis, par exemple, il y a 30 ans, il y avait 80% de l'électricité qui vient des énergies fossiles. Si je vous demande aujourd'hui quel est le pourcentage, je ne sais pas si vous connaissez la réponse, 80%. Ça n'a pas bougé. D'un iota. Depuis qu'on s'excite sur les climats, depuis 30 ans, ça n'a pas bougé d'un iota. Donc, on peut être raisonnablement peu optimiste sur la montée des énergies renouvelables dans le monde. Cela dit, il y a quand même des efforts qui sont faits dans certains pays, comme la Chine, par exemple, où on est passé à peu près de 900 à 600 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc, il y a eu 30% en 30 ans. Peut-être qu'on pourra gagner. Au Bangladesh, au Pakistan, honnêtement, il n'y a aucune chance. Ça fait 30 ans qu'ils disent qu'ils vont développer des énergies renouvelables. Bien sûr, ils n'ont pas les moyens. Et il y a une autre méthode pour diminuer le contenu CO2 de l'énergie. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Ça s'appelle la relocalisation. C'est-à-dire que la France, c'est 50 grammes par kilowattheure d'énergie. Le Portugal, l'Italie, la Roumanie, c'est 200 grammes. Par contre, en effet, Turquie, 600 grammes, Pakistan, 700 grammes. Voilà. C'est l'ordre de grandeur. Donc, la relocalisation, ça va jouer énormément sur ce premier paramètre. Donc, là, on va être optimiste et on va se dire que dans les 30 prochaines années, on gagne 30%. C'est-à-dire qu'on a réussi à relocaliser. La Chine a fait des super efforts, peut-être le Bangladesh un petit peu. Et donc, voilà, il reste un dernier paramètre qui s'appelle production par population. En gros, c'est la quantité de fringues qu'on achète chaque année. Ça, si vous faites le calcul, pas évident à faire de tête. En gros, s'il faut diviser par 3 ici, ça veut dire qu'il faut diviser par 2 la consommation par personne d'ici 30 ans. Il n'y a pas d'autre choix. Ça, c'est mathématique. Donc, toutes les stratégies qui vous promettent autre chose, en disant qu'on va y arriver avec de l'efficacité énergétique, avec des énergies renouvelables, non, ce n'est pas possible. Alors maintenant qu'on a dit ça, ça veut dire quoi faire de la sobriété? Ça veut dire quoi diviser par 2 le nombre de vêtements achetés par personne en France? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est impossible? Je vais vous montrer une courbe qui est assez intéressante, qui est le volume de fringues consommées en France depuis 20 ans, de 1999 à 2019, fois 2. Qu'est-ce que c'est depuis 20 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? La fast fashion et Internet. Donc, en gros, ça, c'est une courbe que vous voyez assez peu, parce qu'en général, on fait confiance aux chiffres de l'IFM, au panel de l'IFM, et je ne suis pas sûr qu'ils prennent en compte ni les pure players Internet, ni la fast fashion étrangère. Donc, ce que vous avez là, c'est donc les enseignes spécialisées. Hein, c'est juste les chiffres de volume de chiffre d'affaires déclarés en volume à l'INSEE. Et puis après, j'ai fait quelques règles de 3 pour avoir les chiffres d'affaires des pure players, mais on n'est pas très loin de la réalité. Et encore, il n'y a pas Chine. Donc, Chine, je rappelle, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Ils ne sont pas dedans. Donc, diviser par 2 la consommation, ce n'est pas revenir au Moyen-Âge. Hein. C'est juste se dire, revenir à avant la fast fashion. Donc ça, est-ce que c'est compliqué? Comment on fait? La fast fashion, c'est 2 choses. C'est 1, on peut acheter. 2, on veut acheter. Donc le pouvoir acheter, c'est permis quoi? C'est grâce aux délocalisations et à la baisse des prix. Et le on veut acheter, c'est grâce au renouvellement ultra rapide des collections, en gros la création de désirs. Donc ces 2 choses-là font qu'aujourd'hui, on consomme 2 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans. Du coup, comment on fait? On fait des lois pour relocaliser et pour, entre autres, pas que ça, mais entre autres, ralentir la création de désirs, ralentir la baisse de collection.
C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas que ça. Hein. Quand je dis ici, enfin, globalement, le mécanisme de création de désir a été poussé hyper loin en France. Il y a plein d'autres choses à faire, notamment juste cette logique de recouvrir je sais pas, la France de ses boutiques, par exemple, ou le fait faire des décodes permanents, de faire plein de stratégies pour faire acheter les gens sur Internet. 3 personnes seront regarder le même produit que vous, etc. Il y a tout ça sur lequel il faut agir. Alors, maintenant qu'on a dit ça, c'est intéressant de voir ce qui est en cours. On peut se dire, oui, je vous ai parlé du Fashion Pact, mais peut-être que la loi est en train de changer. Prenons, ça c'est intéressant, l'affichage environnemental en cours. Donc, vous êtes peut-être au courant, il y a des travaux en ce moment, à la fois au niveau français et européen. Il y a plein de décisions qui sont en train d'être prises, plein de travaux, des gens très intelligents qui bossent dessus, plein de marques qui bossent dessus. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle des ACV. Une ACV, c'est quoi? C'est une analyse de cycle de vie sur un produit. On regarde combien un produit émet de CO2. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça. Hein. C'est les 2 premiers termes de l'équation. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on va faire notre produit avec un peu plus de panneaux solaires. Et puis, tiens, on va prendre peut-être des machines un peu plus performantes. Et puis, une matière qui consomme un tout petit peu moins d'énergie. Donc, on a ça. Le problème, c'est qu'à mon avis, on oublie l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire qu'on oublie totalement le paramètre de sobriété. Et aujourd'hui, absolument personne n'en parle. Et donc là, la contribution qu'on a fait récemment, même la semaine dernière au Tournoi de climat, c'est précisément ça. C'est le 3e terme. C'est dire, non, en fait, on doit pénaliser d'une manière ou d'une autre les marques qui délocalisent, qui importent des produits chargés en charbon faits par des esclaves ouïghours, des produits qui sont tellement pas chers qu'on en vend des milliards, ou des produits ou des stratégies d'incitation à la consommation tout à fait conscientes. Ça doit être pénalisé. C'est le seul moyen, aujourd'hui, c'est le seul moyen de s'en sortir et de faire les choses différentes. Alors, quelques questions aussi qui sont intéressantes, qui sont plus des sujets de débat, mais en tout cas qui sont pour l'instant des points de vue et des idées qu'on a, parce qu'on peut dire, et la qualité, oui, il suffit de faire de la qualité, et puis demain, les gens vont garder leurs vêtements plus longtemps, et puis du coup, il n'y a plus de problème, parce qu'on va arrêter d'acheter des fringues. Aujourd'hui, c'est le point de vue aussi qui est défendu aujourd'hui dans le projet d'affichage environnemental européen, c'est-à-dire que le seul critère de durabilité, c'est un critère de qualité, en gros, qu'on approxime avec des normes de qualité en laboratoire. Alors, c'est intéressant, et nous, on se pose 2 questions. C'est est-ce qu'on peut vraiment objectiver une baisse de qualité? Ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a aucune étude qui a été faite. Ce qu'on constate simplement, c'est que certes, aujourd'hui, on fait de la confection qui est certainement globalement de moindre qualité dans des pays à bas coût. Certes, il y a des matières en général plus fines, mais sinon, on voit la qualité des machines n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, prendre des filatures compactes, même prendre des fils de coton à courte fibre, on arrive à avoir la qualité. Vous pouvez avoir aujourd'hui des teintures de meilleure qualité qu'avant, etc., etc. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, même rien que le fait qu'on utilise plus de polyester, hein, globalement, un produit en polyester, en 100% polyester, ça dure infiniment plus longtemps qu'un produit en coton. Donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une baisse de qualité? Et 2, si on admet qu'il y a une baisse de qualité, est-ce que c'est vraiment ça qui a déclenché la multiplication par 2 du volume en 30 ans ou en 20 ans? Et ça, c'est pas sûr non plus. Hein. Comme on l'a vu, hein, aujourd'hui, la fast fashion, c'est pas basé, ils ne vendent pas plus parce qu'ils font des vêtements de moins bonne qualité. Hein. Ils vendent plus parce qu'ils font des vêtements à très bas coût dans des pays très loin d'ici. Et parce qu'ils créent du désir toujours plus. Donc, c'est intéressant. Je ne dis pas qu'il faut bien sûr faire des vêtements modernes, hein, mais en tout cas, se reposer en disant « Ok, on va mettre des normes de qualité sur les vêtements, le problème n'existe plus », ça, c'est pas vrai. Donc, a priori, ce n'est pas là-dessus qu'on va se battre. 2, et c'est là aussi que c'est important, les matières éco-responsables. Alors, on ne dit pas, encore une fois, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire de matières éco-responsables. Par exemple, le lin, c'est très important, c'est très intéressant, c'est local, ça consomme très peu d'eau. Cela dit, si on prend le prisme purement carbone et climat, ce n'est pas totalement évident. Pas totalement évident parce que, déjà, comme on a vu tout à l'heure, l'assiette moyenne de l'impact CO2 d'une matière, c'est 30% maximum, puisque les machines, c'est que 30%. 2, et là, c'est faire une matière dite éco-responsable, comme du lin ou du tencel, ça ne demande pas forcément moins d'énergie. D'ailleurs, même si on prend le lyocell,
sous sa marque commerciale Tencel, le lyocell, c'est plus d'énergie que le coton. Ouais, c'est logique, si vous avez, je ne sais pas si vous avez vu un peu les machines de lensing, c'est des monstres, hein, ça consomme énormément d'énergie. Alors certes, lensing prend des panneaux solaires, etc., c'est des énergies renouvelables, donc ils peuvent afficher un produit carbone moindre, mais globalement, si on réfléchit au niveau global, il faut mieux faire du coton avec des énergies renouvelables que du Tencel. Donc, ce n'est pas si évident. Donc, sur la partie climat, il faut vraiment se poser la question. Et 3, quand même une question toujours sur la partie usage et durabilité. Et à un moment donné, si on s'est mis à utiliser que du coton et du polyester, c'est qu'il y a quand même une bonne raison. C'est que ça offre une forme de bon compromis entre durabilité, confort, usage, etc. Donc, encore une fois, des matières éco-responsables, il en faut. Il faut vraiment se poser la question, mais juste, il ne faut pas se dire, comme dit le Fashion Pact, c'est bon, on fait des matières éco-responsables et c'est fini. Plus de problème. Non, enfin, ça fait, voilà, c'est une des pistes sur lesquelles on va avancer, mais ça ne peut pas être la seule piste. Ça ne peut pas, en tout cas, nous faire oublier qu'il faut d'abord faire la sobriété. Troisième question aussi qu'on a parfois entendue, et c'est une objection qu'on nous fait, c'est ouais, mais enfin, la sobriété, c'est chiant, quoi. Et en fait, on peut comprendre, enfin, je peux comprendre cette idée au départ, parce qu'on se dit, ah mince, on arrête de faire des collections, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on se dit juste, peut-être qu'on va arriver à faire en sorte qu'on arrête d'avoir une poignée de géants de la fast fashion qui produisent les mêmes vêtements pour tout le monde dans chaque pays et juste qui changent tous les 15 jours. Et on va arriver à une multiplicité de marques, de petites et moyennes marques dans le monde qui ont chacun leur identité propre et chez qui on peut aller, sans que ça incite en permanence à la consommation. Donc, c'est juste changer cette vision du monde qu'on peut avoir. Il y a un monde idéal, mais c'est juste pas le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, c'est juste si on prend les années 70, c'est ça, quoi. Les années 70 où on consommait 2 ou 3 fois moins de vêtements qu'aujourd'hui par personne. Est-ce que c'était triste? Pas vraiment.